Hi guys, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été, la série que je fais pendant tout le mois d'août sur mon podcast Après Minuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, vraiment un sujet de société, avec une observation que j'ai faite en fait dans plein de situations, et c'est à quel point notre génération refuse la friction. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment envie en fait de vous livrer un peu en vrac, presque un peu mes notes, tu vois. J'ai vraiment pris des notes, mais même pas des notes de podcast, j'ai pris des notes ces dernières semaines, ces derniers mois, sur plein de situations que j'ai observées dans la vie quotidienne, dans les transports en commun, dans les amitiés autour de moi, pas forcément les amitiés directement qui me concernent, mais les amis d'amis, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, mais on est vraiment, mais vraiment devenu une génération qui refuse toute forme de friction. C'est un truc de fou. Et quand je dis on est devenu une génération, je m'inclus dedans, dans le sens où je pense qu'il y a plein de situations aujourd'hui que je ne supporte plus, entre guillemets, ou qui sont irritantes pour moi, et qui n'étaient pas forcément irritantes dans l'absolu, en tout cas n'étaient pas irritantes pour la version de moi d'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ou pour mes parents, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est problématique pour moi, c'est que je pense qu'on n'est pas uniquement sur la conséquence du fait qu'on est une génération qui connaît mieux ses besoins, qui s'affirme plus, qui est plus alignée. Je pense que ça, c'est la partie sympa du discours et la partie sympa de la problématique, mais je pense que ça dit quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus pernicieux, de beaucoup plus complexe que ça. Et je vais vous partager quelques exemples. Déjà pour un peu poser le cadre et vous parler du sujet d'aujourd'hui plus en détail, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais on est vraiment et dans une époque, mais surtout une génération, parce que je pense qu'il y a des gens de notre époque, mais qui vivent pas de la même manière. Par exemple, la génération de nos parents, je pense, n'a pas les mêmes codes par rapport à ça, mais que nous, quand je dis nous, c'est encore une fois les Y, mais aussi les Z pour le coup, donc on va dire, je sais pas moi, les gens qui ont entre 20 et 45 ans, quoi. J'ai l'impression qu'on est vraiment devenu une génération qui veut plus forcer. Qui veut plus forcer. C'est-à-dire une génération qui, justement, sous couvert de... on est beaucoup plus connecté à nos besoins, on a fait un travail sur nous, on a introspecté, on connaît beaucoup plus nos valeurs, on connaît beaucoup plus nos limites, etc. Et je suis la première à vous inviter à identifier vos valeurs, vos besoins, vos limites, à les verbaliser, à les prendre en compte, à écouter votre intuition, à écouter ce qui est juste pour vous versus ce qui est pas juste pour vous, à faire des choix de vie éclairés, alignés, de vivre une vie choisie, etc. Ça remet en question en rien tous ces éléments-là, et encore une fois, je suis la première à porter ce discours. Et en même temps, en fait, j'observe que ça a ses limites. Ça a ses limites, et surtout, ça produit dans le même temps une génération qui refuse toute forme de friction. Une génération qui ne veut plus se forcer. Une génération qui presque n'est même plus en capacité, et c'est là que le bas blesse, de se transcender, de se dépasser, d'aller au-delà de son irritation ou de sa frustration. Tu vois, comme si en fait on n'a plus aucune jauge, il n'y a plus du tout d'espace pour supporter le moindre irritant. Tout déclenche plein de choses en cascade, tu vois. Je te donne plein d'exemples. Déjà, on va dire vraiment à l'échelle ultra collective, on le sait, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus individuelles. L'individualisme, c'est la nouvelle religion. Le collectif perd du terrain. Et il y a vraiment cette notion de tu dois t'accomplir par toi-même, te réaliser par toi-même et pour toi-même. Tout ce discours aussi de, entre guillemets, self-care, te mettre en priorité, ne plus se sacrifier, ne plus délaisser sa vie au profit de l'autre, le personnage principal de sa vie. Tu vois, toutes ces tendances-là, mais qui sont pas des tendances juste réseaux sociaux, qui sont des vrais marqueurs en fait sociologiques. Ça, c'est un fait. C'est un fait. On est dans une société ultra individualiste, etc. Mais ce que ça crée en conséquence beaucoup plus subtile et pernicieuse, et surtout qui s'inscrit dans le quotidien, qui se voit tous les jours, c'est qu'en fait, on ne supporte plus du coup ce qui vient des autres. On a
une incapacité à appréhender l'altérité, on ne supporte plus ce qui vient des autres, on ne supporte plus les irritants, et il y a plein de micro-signaux, par exemple, le fait qu'on supporte plus les gosses, et moi la première, le fait que on supporte plus, l'initiative d'ailleurs qui a été beaucoup critiquée de la SNCF de créer des wagons sans enfants. On supporte plus quand on est à l'hôtel et qu'il y a des enfants qui hurlent et qui jouent à côté de nous parce qu'on se dit non mais attends, mais moi aussi merde, c'est mes vacances et en tant qu'adulte sans enfant, j'ai quand même bien le droit de profiter de la piscine sans qu'il y ait un gosse qui m'éclabousse, qui hurle pendant que moi je suis en train de lire mon petit roman. Encore une fois, tout ça est ultra légitime. Mais juste, c'est très récent. C'est très récent dans la société. Donc on supporte plus cet irritant-là, par exemple, l'irritant des enfants. Et j'entends, puisqu'encore une fois, moi, s'il faut choisir une team, je vais être la première à choisir des hôtels adult only, je vais être la première à aller à la piscine adult only. J'ai pas d'enfants, pourquoi je devrais subir, tu vois, entre guillemets, les inconvénients des enfants qui sont pas les miens. Mais en même temps, ça questionne quand même, tu vois, ça questionne sur l'état du monde, l'état de la société, à quel point on est en capacité d'appréhender l'autre, tu vois. Autre chose qui est hyper révélatrice aussi, je trouve, dans le quotidien, c'est à quel point on connaît pas nos voisins. À quel point t'habites à Paris, t'habites dans un immeuble, tu ne connais pas tes voisins. Et pire, la majorité des gens, la vérité, moi je suis pas trop comme ça sur ce point-là, mais je le suis sur plein d'autres choses, attention, hein, mais tu sais, ton voisin il arrive, faut prendre l'ascenseur, vite, tu vas fermer les portes, parce qu'en fait, c'est devenu cringe maintenant, c'est devenu cringe, et ça pour le coup, les Z ils sont pires que nous, la génération plus jeune que nous. C'est cringe d'avoir une interaction sociale. C'est cringe de parler à son voisin. C'est cringe de croiser quelqu'un dans la rue qu'on connaît. Tout est cringe maintenant. Tout est cringe, tout est gênant. Tout est devenu gênant. Tout est devenu source de friction et on peut plus supporter ça. C'est un truc de fou. Comme si on n'arrive même plus à appréhender l'autre dans la simplicité, dans le naturel, dans la spontanéité. C'est un truc de fou. J'ai l'exemple des voisins, mais je me souviens aussi... C'est pas dans cet appart-là, c'est dans un de mes premiers apparts à Paris. Je me souviens que notre voisin du dessous, il pétait un câble parce que parfois, quand on partait, notre chien, il aboyait genre pendant 5-10 minutes, le temps de se calmer. Il était chiot, enfin, c'était quand il était vraiment au tout début, la première année où on l'a eu. Et il pétait les plombs et tout. Et en fait, je disais, c'est marrant parce que donc c'est le voisin du dessous. Et pendant le même temps où nous, on avait le chiot, les voisins d'à côté, ils avaient eu un bébé. Et le bébé, il faisait pas ses nuits, il a pas fait ses nuits, je pense, pendant 1 an et demi. Et toutes les nuits, on l'entendait à un moment pleurer, tu vois. Et nous, on leur a rien dit parce qu'en fait, déjà, j'avais trop de peine pour eux parce que je me suis dit, putain, mais si nous, on entend de temps en temps à travers le mur, j'ose même pas imaginer eux. Ça fait 1 an et demi que le gosse, il fait pas ses nuits. J'ose même pas imaginer comment ils doivent être désemparés, fatigués, comment ils doivent culpabiliser aussi pour les voisins. Bref, t'inquiète pas que si tu l'entends, eux-mêmes, ils sont dedans. Ils sont dans la chambre avec l'enfant. Donc, en fait, ils l'entendent aussi. Hein. S'ils pouvaient faire différemment, je pense qu'ils voudraient faire différemment. Et donc, évidemment, on n'a rien dit, en fait. Ils ont eu un enfant, tu vois. Et je me souviens que j'avais dit ça au mec qui me cassait la tête avec le chien. Je lui disais, mais vous savez, on vient d'adopter notre chien. Il est tout petit. Il a encore des problématiques à être propre. Il a encore des problématiques à gérer son anxiété parfois quand on part. Donc, on essaie de le laisser le minimum possible seul. Mais... bref, on struggle avec ça. Et le mec, il avait pété un câble, ils avaient fait un report à la copro, etc. Bref, finalement, ça s'est réglé. Mais tout ça pour vous dire que ça aussi, c'est tellement révélateur. En fait, on supporte plus rien. On supporte plus les aboiements des chiens. On supporte plus ses voisins. On supporte plus le bruit au-dessus de nous. On supporte plus le bruit en dessous de nous. On supporte plus les gens dans le métro. On supporte plus les odeurs. On supporte plus... les rythmes, on supporte plus de parler à nos voisins, on supporte pas la moindre interaction sociale, on supporte plus les enfants dans les espaces communs. I get it, moi aussi ça m'irrite parfois. Mais juste je questionne ça, je me dis mais à quel moment on est devenu une génération aussi individualiste et aussi inapte à appréhender l'autre, inapte. Et je me dis mais c'est quand même dangereux. Et c'est quand même grave parce que fondamentalement, on est une espèce basée sur l'interdépendance. On est une espèce basée sur le fait d'avoir des connexions avec les autres humains. Et on a ce besoin viscéral de sociabilité, de communication, de contact, mais même de contact de peau aujourd'hui. C'est
Les gens ne se touchent plus, ne se câlinent plus, ne se serrent plus dans les bras, genre tu récupères un truc à un marchand, tu as effleuré sa main en reprenant le paquet. Ah, c'est cringe, tout est cringe. Mais ça me rend ouf quand j'entends ces adolescents. Là, c'est vraiment plus la génération Z, mais tout le temps, ils ont que cette phrase à la bouche. C'est gênant, c'est cringe, c'est gênant. What the fuck is cringe? I don't get it. Et en fait, non, c'est pas vrai, I get it. Je comprends d'où ça vient. Mais je dis, attention, on est en train de se créer une génération de gens anxieux, d'anxiété sociale, de refus de l'altérité, d'incapacité à être au contact de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est tellement matrixé par les écrans, le lien avec les autres, il est tellement digital, le nombre de personnes, et ça pour le coup, il y en a plein dans ma génération, et il y en a plein des introvertis comme ça aussi, and I've been there, parce que j'étais comme ça avant, et j'ai travaillé là-dessus pour ne plus l'être, t'as un appel, ça te fait paniquer. Non, texto. On peut plus se parler avec la vraie voix au téléphone. On peut plus supporter d'avoir des quiproquos. On peut plus supporter. Il faut que tout soit anticipé, planifié dans l'agenda, cadré. Le lien humain ne doit jamais déborder. Le lien humain ne doit jamais prendre trop de place. Et encore une fois, je comprends, parce que si on met pas de limite avec ces petites choses que sont les smartphones, on est débordé. Effectivement, tout le monde se met à nous appeler, les notifications et ceci et cela, mais je dis attention, parce qu'au final, on est OK pour scroller une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois 5 heures par jour, mais on n'est pas OK d'avoir une tante au téléphone ou d'avoir un cousin qui nous fait une voice ou d'avoir... Tu vois? What the fuck? C'est chaud quand y penses. Et encore une fois, je faisais partie de ces gens-là à toujours non, mais envoyez-moi un message, faut pas m'appeler. Et en fait, j'ai complètement inversé le truc avec mes proches. Donc moi, dans mes favoris, j'ai vraiment mon premier cercle sur mon iPhone, dans vraiment mes favoris téléphone, quoi. Et en fait, maintenant, moi, j'appelle les gens et je les FaceTime. Et mon truc par défaut, c'est devenu, encore une fois, pas avec tout le monde, hein, mais vraiment avec mes meilleurs amis, mes parents, voilà. C'est vraiment, viens, on se FaceTime. Même si ça dure 5 minutes, même si c'est vite fait, viens, on se FaceTime, viens, on s'appelle vite fait. En fait, je n'en peux plus des messages. Je peux plus supporter d'avoir un lien avec les gens que j'aime le plus uniquement à travers des petits mots de 3 lettres où la plupart du temps, les gens, ils s'appliquent pas en plus. Donc, c'est mal écrit, c'est machin, tu fais des interprétations. Oh là là, mais quel enfer en fait. Et je me dis, mais waouh, mais même avec les gens qu'on aime, on supporte plus d'être en lien avec eux, on supporte plus de devoir attendre, de devoir rappeler, de devoir écouter un message vocal, de devoir... Mais ça fait flipper en fait, Et je vois aussi à quel point, vous savez, tout ce discours... Ok, franchement j'ai une take là-dessus. Tout ce discours sur la solitude, qui est oh là là, mais c'est tellement bien d'être seul, et les solo dates, et les solo trips, et les solo everything, et les solo business, et les solopreneurs, et les solo. Et encore une fois, guys, je suis solopreneur, je fais des solo trips, je fais des solo dates, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je dis attention à ce que un acte et une démarche à la base qui était hyper positive et saine, et l'idée de se dire mais en fait je vais pas mettre toujours ma vie en salle d'attente entre parenthèses en attendant que les autres soient dispo. C'est hyper important que je puisse aussi parfois m'autosuffire, que je puisse aussi parfois faire des choses seule, que je puisse aussi parfois aller au restaurant toute seule, voir un film au cinéma toute seule, partir un week-end toute seule, évidemment, et tout ça c'est très sain. Mais je dis attention quand ce discours-là devient un récit de soi, devient une posture et donc une imposture finalement, et devient un espèce de narratif dans lequel on se plonge et on finit par se perdre, et qui est en fait un refuge pour fuir notre humanité, un refuge pour éviter de s'exposer à la moindre friction, au moindre signe d'altérité, c'est-à-dire au moindre signe de ce qu'est l'autre, au moindre signe de la différence, et donc on devient des êtres fondamentalement et par défaut intolérants. Parce que quand on ne s'expose plus à la friction et à la différence, on finit par devenir intolérant. Intolérant au bruit, intolérant aux autres, intolérant au changement, intolérant à tout, à tout.
Et à force d'être là en train de tout contrôler, etc., et ça c'est un truc dont je vous ai parlé dans l'épisode sur l'insouciance, à force d'être là avec nos to-do, nos planners, nos trackers, nos 10 000 steps, nos machins, nos trucs, et ben on est là où en fait tout est contrôlé, tout est sous truc et on supporte plus et on peut plus dormir si on n'a pas des bouchons d'oreilles et des ceci et des routines et des night routines et des morning routines et tout un tas de trucs pour venir encadrer notre humanité. Putain, mais moi, quand j'étais petite et que j'étais fatiguée, qu'on était au restaurant, je me couchais sur un banc et puis je pionçais, quoi, tu vois. Et ça, pour le coup, aussi, c'est l'éducation un peu à l'antillaise, en fait. Mais le nombre de fois où on t'emmène chez tes tatis, tes trucs, t'es un mariage, t'as déjà trouvé un banc, t'as déjà trouvé un bout de canapé pour dormir chez la personne. Il y avait un truc un peu humain, un peu raw, un peu brut, un peu pas parfait, quoi. Et je crois que on est en train de se rendre malade à vouloir tout optimiser, tout contrôler, enlever toutes les frictions, tout fluidifier, mais à force de tout fluidifier, déjà on se crée plus de charge mentale qu'autre chose, la vérité. Donc en fait, ça fluidifie rien du tout, c'est une illusion, c'est un narratif, c'est un récit. Et en plus de ça, on est en train de se déconnecter de notre humanité et on devient des êtres dépendants. Parce qu'en fait, du coup, on ne sait plus trouver le sommeil sans tous les trucs qu'on met en place, on ne sait plus trouver la paix sans tous les trucs qu'on met en place, on ne sait plus trouver l'autre sans tous les outils, tous les machins, tous les trucs qu'on met en place. On ne sait plus être en lien et communiquer avec l'autre sans toutes nos règles. On ne sait plus dire nos envies et nos limites sans avoir un protocole de communication de comment je communique mes envies et mes limites. Et tu vois, et j'ai fait 1 heure de journaling avant. Et encore une fois, c'est pas une pensée binaire, c'est-à-dire que, attention, je continue à dire que c'est hyper important... voilà, encore une fois, de s'appréhender, d'introspecter, d'identifier ses besoins, ses limites, ses valeurs, etc. C'est pas la question. C'est juste de dire, mais il y a plein de moments où, en fait, tes besoins, ils vont pas être respectés parfaitement à la seconde. Tes envies, elles vont pas être respectées parfaitement à la seconde. Et tes relations, les environnements, tes vacances, ton dîner, il va pas toujours être parfaitement aligné à ce que tu veux au fond de toi. Ben ouais, ben oui, ben c'est ça la vie. C'est ça la vie, en fait. Et je crois qu'on est vraiment en train de devenir une génération pourri gâtée, qui ne sait plus se forcer, qui s'écoute un peu trop, qui ne sait plus se transcender, qui ne sait plus se dépasser. Et c'est dangereux, en fait. Parce qu'au final, on est tous là en train de porter des masques, on en revient à ça, mais bon, moi, c'est un peu mon grand combat dans la vie, tu vois. T'as envie de dire, mais... C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie de refuser de se confronter à ce qui nous rend humains. Un humain, ben, ça pleure, ça rit, c'est imparfait, ça bafouille, ça trébuche, ça fait du bruit parfois, ça a des angoisses, ça a des insomnies. Leave it! Putain, c'est ouf! Déjà, on n'accepte pas. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'à force, finalement, aussi, de refuser l'humanité autour de nous, refuser l'humanité dans les espaces communs, refuser l'humanité dans notre immeuble, refuser l'humanité dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans nos relations, dans nos cercles d'amis, on finit par la refuser à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux et aliénant. Parce que ce que tu refuses chez les autres, tu te l'autorises pas non plus à toi. Et donc là, on tombe dans toute cette tyrannie du perfectionnisme, de l'optimisation, de se traiter comme une putain de machine, en fait. C'est pas humain, c'est pas humain. Et au final, cette espèce de solitude-là, parce que, encore une fois, d'être en capacité de solitude, mais attention, c'est vraiment la base. Je ne cesserai d'en parler. Mais il y a solitude et solitude. Quand finalement, juste le fait d'être seul et le fait d'aimer sa solitude et de pouvoir passer des moments seuls devient presque du militantisme, un discours marketing hyper figé, hyper revendicateur, entre guillemets, hyper... voilà. Mais c'est en fait, on va pas se mentir, ça devient une fuite. En fait, c'est une fuite du lien humain. C'est une fuite. Et si je vais plus loin, je pense qu'au fond, le vrai bonheur, il se partage. Et je pense qu'au fond, du fond de notre ventre, dans notre tripes, dans notre intuition, au-delà des moments où, bien sûr, on a envie d'être seul, se recharger et tout, mais au fond de nous, je pense qu'on a fondamentalement envie de partager notre bonheur, de partager nos joies, de partager nos prises de conscience, de les partager avec les gens qu'on aime.
C'est juste que comme on est dans une société hyper individualiste, on se console avec le discours inverse parce que on se heurte face parfois au rejet, au refus et à l'indisponibilité des gens. Et que comme ça nous fait trop mal, pour pas se confronter à ça, on s'invente un discours et une posture de « je suis mieux toute seule ». Mais je peux vous garantir que si là je signais à toutes les personnes, meufs ou mecs, qui disaient « non mais moi de toute façon je suis mieux toute seule », alors là, si je leur signais le truc de « j'ai trouvé ta personne, j'ai trouvé quelqu'un qui t'aime plus que tout, qui t'abandonnera jamais, qui ne te rejettera jamais, qui te comprend, avec qui tu feel like home, qui est ta personne », tout le monde signerait la vérité. Tout le monde. Parce que fondamentalement, ça fait partie de l'être humain. De vouloir aimer, être aimé, de vouloir partager son bonheur, etc. Et vous savez comment je le sais? I've been there. J'en ai parlé dans les vlogs et dans les podcasts quand j'étais en solo trip à Miami, à New York. Je vous en ai parlé avec énormément de vulnérabilité, de transparence là-dessus. J'ai passé une grande partie de ma vie à être seule pour plein de raisons et tout ça dans mon adolescence, etc. Mais là, l'année dernière, cette année, j'ai passé en tout peut-être 4 ou 5 mois à voyager seule. Je peux vous dire que à un moment donné, tu te fais face et tu te dis c'est magnifique, c'est merveilleux, je suis en train de vivre la vie de mes rêves. En l'occurrence, moi, c'était ça quand j'étais à Miami. Lifestyle de ouf, machin, vie de mes rêves, d'accord? Mais j'étais seule, j'avais qu'une envie, c'était de partager avec les gens que j'aimais. J'avais qu'une envie, c'est qu'ils me rejoignent, j'avais qu'une envie, c'était de les FaceTimer tous les jours pour leur montrer, pour partager, pour vivre avec eux tous ces moments merveilleux, tous ces paysages, tous ces sunsets, toutes ces balades du matin avec le sunrise, tout. C'était exceptionnel, c'est vrai, c'était magnifique, c'était génial. Mais au bout d'un moment, presque tu perds le sens et la saveur de ce que tu es en train de faire parce que tu as envie de le partager, tu as envie de teinter tout cela d'amour en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un temps pour tout et je pense qu'il faut être super sincère envers soi de où on en est. Et que parfois la solitude, of course qu'elle est merveilleuse, utile, salvatrice, tout ce que vous voulez, mais peut-être parce qu'on est dans une période de vie où c'est un besoin, c'est une guérison, c'est un refuge, mais c'est pas grave que ce soit un refuge ou une fuite. C'est quoi le problème là-dedans ? Mais assume-le que c'est un refuge ou une fuite. Te raconte pas un narratif de l'enrober dans un ruban qui te fait plaisir à ton ego. Faut arrêter avec ça. Je casse tout. Faut arrêter avec ça, vous voyez ? C'est... Encore une fois, je reviens à la sincérité radicale, à la vérité et au courage d'être soi. Ça passe aussi par ce genre de prise de conscience. Et je pense que c'est très dangereux, là, l'espèce de chemin là, qu'on prend tous collectivement de devenir des êtres ultra individualistes. On supporte plus la friction, on supporte plus aucun irritant, on supporte plus les gens, on supporte plus rien de toute façon, on supporte plus rien. Moi, personnellement, la manière que j'ai aujourd'hui de gérer ça, parce qu'une fois que je vous ai dit tout ça, ok, comment on fait ? Parce qu'effectivement, ça nous fait chier, les enfants qui hurlent ou les machins ou les trucs. Donc il faut quand même aussi se protéger, on est quand même dans un monde qui est quand même violent, qui est quand même irritant, tout ça, ok. Sachant qu'en plus, je vous rappelle quand même que, parce que j'aime pas trop à chaque fois remettre cette casquette-là, mais là en l'occurrence c'est à propos, moi je suis hypersensible, d'accord ? Donc ça se manifeste de plein de manières, mais j'ai aussi une hypersensibilité aux odeurs, au bruit et à la vision. Mes sens, ils sont exacerbés. Dites-vous, mes capteurs, ils sont mais tellement aiguisés qu'il y a déjà dans un environnement, mais moi j'ai capté, parfois, en fonction des gens, mais parfois 10, 20, 30, 40, 50% de plus d'informations qu'une personne classique. Donc quand je vous dis que je comprends ce truc d'irritant, I hear you, vraiment. Mais en même temps, tu peux pas te tu peux pas accepter de te déshumaniser comme ça. Je pense sincèrement que c'est dangereux. Et donc, pour vous dire, moi, j'essaie d'être activement attentive et activement, de mettre en place des choses très concrètes et actives pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège. Parce que, waouh ! Donc, je vous l'ai dit, c'est la manière dont je communique avec mon premier cercle. J'ai vraiment arrêté ces histoires de envoyer des pavés de texto toute la journée. Je ne peux plus. Donc là, si j'ai un truc à te dire, spontanéité. Je vais pas te faire un texto pour te dire que je vais t'appeler. Ou parfois juste, par exemple, là ce matin, j'étais au téléphone avec ma copine Margot.
Ma chérie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle habite dans le sud, elle a un job qui est super prenant, etc. Donc, mais elle m'a juste envoyé, t'es dispo ce matin? Je dis ouais, vas-y, dispo dans 20 minutes. On s'est appelé 1 heure au téléphone, trop bien. On va pas se faire des voice notes qui n'arrêtent pas, des textos qui n'arrêtent pas, des ceci, des cela. Et toi ta vie, et moi ta vie, et toi ta vie, et moi ma vie. Ça va en fait, non, c'est au téléphone, c'est raw, c'est machin. En même temps, je me suis brossé les dents, en même temps, j'ai fait mon petit déj. Attends, quitte pas. Ouais, enfin, tu vois, pourquoi toujours chercher le contact optimisé à l'autre? C'est insupportable au bout d'un moment. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai activement mis en place parce que vraiment je suis passée de rien à tout. Moi j'étais la meuf comme vous. Hein. Mon téléphone sonne, c'est oh putain qui m'appelle. Mon truc c'est oh non envoyez-moi un texto. Quelqu'un m'appelle, j'attends que la personne finisse, qu'elle raccroche pour dire tu m'as appelé. Enfin moi j'étais vraiment mais à 100% là-dedans. Donc vraiment ça c'est la chose que j'ai changé en un. C'est la première piste que je vous propose, c'est de redéfinir votre cadre communicationnel entre guillemets avec vos proches. La deuxième chose que j'ai faite, c'est justement d'identifier quels sont mes cercles. Moi aujourd'hui, je suis très claire et j'ai même une page Notion avec c'est qui mon premier cercle, c'est qui mon deuxième cercle, c'est qui mon troisième cercle. Et en fait, en fonction de qui est calibré où, je sais quel est mon degré d'implication, mon degré de lâcher prise, mon degré d'acceptation des irritants, Tu vois, je suis claire avec moi-même. Non, bien sûr que si j'accepte 100% des irritants avec 100% des personnes dans mon entourage, mais je vais péter un câble. Mais si, en fait, je sais que, par exemple, dans mon premier cercle, il y a 5 personnes, c'est mon noyau, c'est ma famille, c'est mon sang, bah eux, enfin au sens, métaphorique, parce que dans ce premier cercle, il n'y a pas que des gens de ma famille. Mais tu vois, ce tout premier cercle, ce noyau dur, eux, en fait, vas-y, j'accepte tout. Même s'ils me cassent les couilles, bah, je leur dis juste, tu me saoules, mais en fait, je les aime, c'est tout. Donc je vais accepter. Je vais accepter leurs différences. Je vais être à un niveau de tolérance qui est maximum. Ça veut pas dire me sacrifier. Ça veut pas dire pas du tout. Au contraire, parce qu'avec eux, je peux être aussi 100% moi-même et dire ah non, là ça me saoule, c'est au-delà de mes limites. Mais en fait, on se le dit. Donc il y a zéro fuite en termes de conversation difficile. Il y a zéro fuite en termes de sincérité. Donc on porte pas de masque, on se dit les choses. Flemme de parler, je te dis que j'ai la flemme de parler. Hier, tiens, je me sentais un peu seule, j'ai dit à Meryl, ah non, d'ailleurs, je lui ai même pas demandé, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on s'est appelé... Non, on s'est fait une petite voice rapide le matin. Petite anecdote à chaud. Et je lui dis, elle me dit, t'as bien dormi et tout. Je dis, ouais, j'ai bien dormi, mais j'avais un peu dépensé parasite là-dessus. Et puis là, j'étais en train de me dire ça et tout. Elle m'a juste dit, ok, ça te dit, je viens chez toi vers 15h et tout. Comme ça, je me pose. Moi, j'ai mes pièces de théâtre à apprendre, j'ai mes monologues à écrire et tout. Toi, je crois que tu fais ton podcast. Après, tu voulais bosser et tout. Mais comme ça, on est ensemble. Point. En fait, il n'y a même pas de... Mais tu crois que je peux lui dire que je viens chez toi? Non, en fait, elle s'est invitée. Mais bon, elle n'a pas besoin d'invitation. Elle le sait, justement. Et elle a même pas vraiment attendu que je lui dise en fait ça me ferait du bien d'avoir de la compagnie, hein. Elle m'a juste proposé en fait on a passé toute l'après-midi, elle est restée jusqu'à 23h à la maison, mais sur les 7 heures où elle était à la maison, je crois qu'on s'est parlé peut-être 3 heures. Et l'autre partie du temps, elle faisait ses monologues. Ensuite, j'ai fait mes trucs de podcast. Après, j'ai fait mes validations pour ma business manager. Après après là, that's it. Tu vois, on est ensemble, mais on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de faire des modes d'emploi, des ceci, des cela. C'était fluide, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que en fait, ce que je veux dire, c'est que la deuxième action, en gros, la deuxième piste que j'ai mise en place, c'est que par rapport à ce premier cercle, je suis en mode tolérance maximum, transparence maximum. Je sais pas comment dire, genre, justement, friction maximum. Mais comme on s'autorise friction maximum, mais du coup, il y a moins de friction. Parce que c'est pas des frictions de, oh là là, to overthink, et nani, et nana, et t'oses pas, et tu marches sur des œufs et tout. Non, c'est en fait, à un moment donné, si je lui dis, non, en fait, j'ai pas du tout aimé ta réaction, là, tu m'as saoulé, bah, je lui dis, j'ai pas aimé ta réaction, tu m'as saoulé. Ou si je dis, elle me dit, ah, bah, tiens, j'ai envie de manger une pizza, je dis, oh là, mais moi, pas du tout, je voulais manger sain et tout. T'es chiante, hein. Bon, ok, bon, bah, chacune commande son truc, ou chacune fait son truc. Et parfois, on fait ensemble. On prend sur nous et on harmonise ensemble. Parfois, on prend pas sur nous, on harmonise pas ensemble. Mais du coup, même dans ce truc-là, il y a une forme d'harmonie parce que du coup, c'est 100% toi-même. Donc, en gros, la deuxième piste, c'est de bien identifier qui est ce premier cercle, vraiment, d'être hyper lucide, qui est dans le deuxième, qui est dans le troisième, et un peu ton niveau de tolérance. T'as pas besoin de théoriser ça pendant 1000 ans, mais juste tu te prends 5-10 minutes pour y réfléchir dans ta tête tout seul, et tu te dis, mais attends, c'est quoi mon repère par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'accepter? Qu'est-ce que j'accepte pas, etc. Donc ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, c'est de remettre des liens humains dans le quotidien. Parlez avec votre boulangère. Faites une petite blague au caissier du Franprix auquel vous passez tous les jours.
Parlez avec le parent d'élève qui est là à la sortie en même temps que vous à chaque fois. Posez une question à votre voisin. Attendez votre voisin pour l'ascenseur. Parlez avec le petit enfant qui est à côté de vous et qui rigole dans le train. Oh, please! Levez les yeux de vos téléphones et regardez autour de vous les humains qui sont là et attrapez ces petits moments de partage, ces petits moments de magie, ces petits moments de vie en fait. I don't know, mais je sais pas, ça vous rend pas triste de vivre dans un monde de plus en plus individualiste où il n'y a pas de solidarité, où il n'y a pas de regard, où il n'y a pas d'entraide? C'était pas incroyable, par exemple, pendant la Coupe du Monde ou les JO? Parce qu'en fait, ça revient. Donc, parce que c'est là. Parce que comme, en fait, c'est un besoin qu'on assèche et qu'on affame, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les moments de liesse, de communion, et souvent ce sont des moments sportifs, donc Coupe du Monde, Jeux olympiques, etc., est-ce que vous voyez comment ça ressort puissance 1 milliard? Est-ce que vous voyez comment, et on l'a vu là avec le mondial, genre les gens plus que jamais, ils sortent, ils dansent ensemble, ils chantent ensemble, ils vivent des choses, etc. Parce que c'est un besoin qu'on affame tout le reste du temps. Donc j'ai envie de dire, n'attendons pas ces grandes compétitions sportives, n'attendons pas ces grands moments de liesse pour nourrir ça. Vous voyez, c'est tellement, 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 tellement important. Donc je crois que c'est ça, les 3 pistes que j'ai envie de vous proposer. En tout cas, moi, c'est les choses que j'ai incorporées dans ma vie pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais, et c'est aussi d'être, mais ça je vous en ai déjà parlé un peu sur l'amitié après 30 ans, etc., mais d'être hyper moteur sur les moments avec vos amis. Proposez des voyages ensemble, proposez des vacances, des week-ends, des après-midi, des pyjama parties, des dîners. Soyez la locomotive dans vos cercles d'amis. C'est trop important. Prenez soin de vos amitiés et ES, des femmes dans votre vie. Créez des moments, soyez là pour les anniversaires, faites des surprises. N'attendez pas uniquement la grande occasion d'un mariage ou d'un EVJF pour organiser des trucs fun. Ne ratez pas, n'ayez pas la flemme, s'il vous plaît, n'ayez pas la flemme d'aller aux anniversaires, de faire des surprises, de célébrer, je sais pas moi, une copine qui a eu 1000 abonnés ou 10 000 abonnés sur Insta, envoyez un bouquet de fleurs random. Remettez du soin, de la magie, de l'attention dans vos liens. S'il vous plaît, si vous pouvez, prenez un train, prenez un avion, prenez un taxi pour aller rejoindre vos amis. Appelez-les randomly. Couchez-vous un peu plus tard. Là, ça fait 3 jours, je me suis couchée à 3h du matin parce que j'étais en train de parler à Lamia qui habite à Los Angeles et qu'elle me manque et qu'on s'est pas vu depuis des semaines puisqu'elle était à Paris là au mois de juin, je crois qu'on s'est vu. On est en août. Mais elle habite à LA, donc on sait jamais trop quand va être la prochaine fois, parce que c'est loin, les billets sont chers. Donc, tu vois, il y a une réalité de 9 heures de décalage horaire, but I love her so much. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas si vous avez vu, je fais beaucoup plus de franglais là depuis 3-4 épisodes, parce que forcément, on parle à moitié anglais, à moitié français, parce que ça fait, 7 ans qu'elle habite aux US maintenant. Bref, en fait, il y a ce truc de aimez les gens que vous aimez, remettez de l'humanité, remettez du brouillon, remettez de la vie dans votre vie, remettez de l'humanité dans votre vie, remettez de la friction dans votre vie, acceptez, peut-être de un peu moins bien dormir, un peu moins bien vous sentir. Tu vois, c'est comme, je vous donne un exemple, mais c'est rien, mais moi ça me tend en fait, parce que je vois ça comme un marqueur supplémentaire de ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, les gens qui sont à la plage, et je sais que plein de gens vont me dire, moi j'aime pas non plus, donc moi je fais ça. Je suis pas en train de vous critiquer, je dis juste, je fais une observation. Mais vous savez, les gens qui sont à la plage et qui aiment pas le sable, parce que, mais c'est chiant, le sable ça colle, ça pique, ça va entre les orteils, il faut absolument tout de suite se rincer après la plage et se doucher. Y a pas une douche, et ils sont incapables de rester salés parce que, c'est chiant et ça picote, et oh là là, j'en ai un peu dans la culotte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi aussi ça me colle. Oui, moi aussi j'ai chaud. Oui, moi aussi j'ai trop hâte de prendre ma petite douche post-plage. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'avant on peut pas se faire une petite balade, aller manger une glace? Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on est obligé de vivre une vie aussi hygiéniste, aussi impeccable, aussi optimisée tout le temps? Je sais pas moi. Enfin, je vous dis, on n'accepte plus aucun irritant, ni les gosses, ni le sable. Mais c'est comme ça surtout. Je sais pas, moi ça me fait peur. J'ai pas envie de vivre dans ça.
Moi, j'ai pas envie de vivre dans ça. Je sais pas si c'est aussi un truc culturel, mais je sais pas, moi j'ai grandi sur une île, on marche pieds nus, on va dans la boue, après on se lave les pieds, c'est pas grave. Je sais pas moi, enfin, c'est raw quoi, c'est vrai. Le fruit, on n'est pas toujours en train de l'éplucher avec un couteau, non, on le lave et on croque dedans, et puis ça dégouline, et puis bah bon bah écoute, tu vas te laver la bouche après, et puis c'est pas grave si tu te salis les doigts, c'est pas grave si tu te salis les pieds, c'est pas grave s'il y a des nœuds dans tes cheveux, c'est pas grave s'il y a encore de l'eau de mer dans tes cheveux. Vis quoi, vis le moment, vis le moment, et puis après tu vas régler ce qui doit être réglé, mais en fait tout doit être toujours je peux plus, je vous jure. C'est un peu un sujet deux en un parce que je pense qu'il est vraiment lié, ce truc d'individualisme, ce truc de friction, mais aussi ce truc d'optimisation. Pour moi, tout ça est lié, et le sujet de fond, c'est qu'on se traite comme des machines. Ça, j'en ai parlé dans l'épisode sur l'insouciance. Je vous le remettrai en descriptif si vous l'avez pas vu et que ce sujet vous parle. Mais il faut vraiment qu'on questionne ça, je pense, collectivement. Ce rapport à l'individualisme, à la solitude, au rejet de l'autre, à pas être dérangé. Faut pas être dérangé. Faut pas être dérangé. Putain. Moi, j'accepte d'être un peu dérangé. Ouais, parfois ça me dérange de faire des trucs pour les gens que j'aime. Ouais, je me dérange. C'est pas grave, je t'aime. Ouais, ça me dérange, mais c'est pas grave. L'effort, je le fais avec plaisir. C'est quoi le problème de faire des efforts pour les gens qu'on aime? C'est quoi le problème de faire des efforts pour les causes qui sont justes? C'est quoi le problème d'être dérangé pour ce qui est important? Je sais pas, moi. C'est sûr, je préfère ne pas être dérangé si je fais une sieste, mais bon, est-ce que c'est si grave, tu vois? Et tous ceux qui ont été élevés avec des mères antillaises, vous allez tellement savoir de quoi je parle, mais les mères antillaises, il n'y a pas de... Elles ouvrent la porte le matin pour te réveiller, elles te disent « Bonjour mon chéri, tu as bien dormi ? Tu as bien dormi mon petit canard ?» Non, c'est le bruit de la vaisselle dans la cuisine qui t'a réveillé. Et t'entends ta mère te dire en créole, je vais pas le dire en créole, mais du coup je vais le dire en français pour que vous compreniez, mais qui hurle le boulet. C'est encore une heure pour dormir, ça? Enfin, tu vois. Il est 6h45. C'est encore une heure pour dormir, ça? Elle est encore dans son lit, celle-là? Alors attention, nous on a été éduqués avec beaucoup de violence. Les gens qui ont des mères antillaises, vous savez. Donc vraiment, je recommande pas. Et je préfère le petit réveil doux, petit canard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, faut un juste milieu. En fait, tu peux pas développer un rapport à la vie comme ça qui est aseptisé, qui peut pas entendre non. Voilà, aussi, c'est ça. Oh, fallait que je vous dise ça. J'ai fait Disney avec mes nièces, là. C'était avant la Corse, donc c'était mi-juillet. Ah bah, le week-end du 14 juillet. J'ai emmené mes nièces à Disney. 3 jours d'affilée. Princesse. On était à l'hôtel dans Disney. Donc l'hôtel 5 étoiles de Disney, le château en lui-même. Donc pour les petites, enfin, je veux dire, folie, tu vois. Et j'ai vu des enfants. Elles aussi d'ailleurs, mais bon, moi je leur parle, tu vois, mais ils sont là. Week-end du 14 juillet. Leurs parents leur a offert le full pass truc. Elles font toutes les attractions. Bref, dream. T'entends un parent qui dit non une fois à un truc, à acheter une peluche ou à un petit goûter en plus ou un truc. Bref, crise. Crise. Les enfants, ils veulent plus entendre ni non, ni plus tard, ni attends un petit peu, ni après cette attraction, ni une fois que tu auras patienté, ni après la sieste, ni tout à l'heure. C'est maintenant, tout de suite, pas de friction, pas de frustration, pas de refus, pas de... rien. Tolérance zéro à ça. Mais ça va pas, non? Alors oui, encore une fois, c'est une question d'éducation. Ne me sautez pas à la gorge. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui sont pas éduqués comme ça, etc. Je dis juste ce que j'observe à l'échelle collective dans plein de sous-domaines. Moi, ça me terrifie. Je me dis, mais... Faut qu'on réapprenne, Faut qu'on réapprenne, Enfants, parents, adultes, à toute génération, faut qu'on réapprenne à vivre ensemble, faut qu'on réapprenne à accepter notre humanité et à accepter la friction. Voilà, donc je sais pas comment cet épisode il va résonner pour vous. Je suis vraiment curieuse aussi d'entendre vos témoignages, que ce soit justement en tant que parent, si vous avez des enfants,
Peut-être aussi si vous êtes dans le monde corporate en entreprise, comment ça se passe? Parce que moi, c'est un monde que j'ai quitté il y a longtemps d'un point de vue salarial. J'interviens beaucoup en entreprise, mais sur les sujets vraiment leadership au féminin, ambition, performance, cohésion d'équipe, etc. Mais je suis vraiment curieuse aussi d'avoir peut-être votre retour de l'autre côté. Parce que moi, j'interviens quand il y a déjà des problématiques, tu vois, de cohésion d'équipe, d'intelligence collective, ce genre de choses. Mais ouais, je suis très, 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 très curieuse d'entendre ça. Comment ça se passe aussi pour vous dans votre famille, peut-être? Enfin, ouais, vraiment, ça m'interpelle. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours. Nous, on se retrouve déjà demain, finalement, pour un nouvel épisode des soirées d'été par après-minuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mouah. Ciao.